Bonjour, comment allez-vous ce matin? Je suis très heureux de vous retrouver. On va passer 26 minutes ensemble pour parler pratique, bien-être, santé, mais aussi pour ouvrir des débats de société grâce au reportage tourné par nos équipes en région. Ce matin, par exemple, on rencontrera Farid Abdelkrim pour parler de radicalisation. Cet homme a réussi à sortir des griffes des frères musulmans. Il connaît les dérives et aujourd'hui, il se bat pour prévenir les jeunes et aiguiser leur sens critique. C'est un beau témoignage qui fait réfléchir. À quelques heures de passer à table, nous goûterons le tamier. C'est un fromage de Savoie produit exclusivement par l'abbaye de Tamier. C'est près d'Albertville. Et c'est un fromage qui a toute une histoire et assez étonnante, vous verrez. Mais avant cela, on va parler anglais, espagnol, allemand, bref, on va parler une langue étrangère car c'est désormais essentiel. Or, sur 65 millions d'habitants en France, les 2/3 de la population ne parlent aucune langue étrangère couramment. Alors, comment remédier à cela ? Est-ce trop tard à l'âge adulte? L'hypnose peut-elle être un remède? On vous dit tout dans l'instant pratique. Parler anglais relève du parcours du combattant pour de nombreux Français. L'apprentissage des langues étrangères a toujours été le point faible de notre système scolaire. Comment peut-on y remédier? Doit-on envoyer nos enfants dans des écoles bilingues? L'hypnose est-elle une solution miracle pour apprendre une langue à l'âge adulte? Voici quelques astuces. Conseil numéro 1, apprendre dès le plus jeune âge. Alors Ernest. Hello. Dans cette école située à Tours, les tout-petits découvrent l'anglais de façon ludique. Dès l'âge d'1 an, ils se familiarisent avec la langue de Shakespeare par le jeu. Oh, look, Sasha, what is it? Egg. It's an egg. Would you like an egg? Yes. Un vocabulaire du quotidien qu'ils retiennent facilement. Purple. Good. Yellow. Le petit, c'est facile. L'enfant n'a pas peur, l'enfant a un bon accent. Il est tout à fait ouvert à l'intervenante anglophone qui va lui parler en anglais. Il n'a pas peur. Ces ateliers d'éveil aux langues étrangères sont de plus en plus nombreux en France. Dans les écoles primaires, l'anglais est obligatoire dès le CP depuis 2016. It's raining. It's raining. Cats and dogs. Cats and dogs. Beaucoup d'enfants apprendre en fait l'anglais, ça permet de décoincer plein de choses en français. Souvent, il y a des enfants qui vont être en difficulté en lecture, par exemple, qui vont s'épanouir pleinement et prendre confiance en anglais. Un rapport remis au ministère de l'Éducation nationale ce mois-ci préconise l'immersion totale, c'est-à-dire l'enseignement de certains cours comme les maths en anglais dès le primaire. Conseil numéro 2, adultes, reprenez des cours. Vous parlez anglais comme une vache espagnole, mais vous n'avez pas le temps de suivre des cours dans un centre de formation. Il vous reste la solution des applications dédiées à l'apprentissage des langues. Certaines sont même gratuites. Conseil numéro 3, retraité, il n'est pas trop tard. Pour les seniors qui recherchent des cours, pourquoi ne pas retourner sur les bancs de l'école, à l'Institut universitaire du temps libre? Voilà, c'est ça. She was afraid to go. Une fac réservée aux retraités que l'on retrouve dans la plupart des grandes villes, notamment à Reims. Je me remémore des années d'études agréables et je fais travailler à nouveau ma mémoire, étant en retraite depuis un peu plus d'1 an. Conseil numéro 4, et si vous tentiez l'hypnose? Lancée il y a une trentaine d'années par cet hypnothérapeute, cette technique fait de plus en plus d'adeptes. To bring cheese into this country. To bring things Into this country. into this country. Je n'écoute que la voix de monsieur, en fait. J'ai l'impression d'être dans une bulle. Là, les personnes vont se mettre à parler de façon très facile, très aisée, même s'il subsiste des erreurs de syntaxe ou de grammaire. Une fois qu'on parle, corriger n'est plus un problème. Comptez 40 heures de cours à 90 € l'heure pour obtenir des résultats, mais n'imaginez pas apprendre une langue étrangère uniquement allongé sur un fauteuil. Cette méthode ne remplace pas un cours de grammaire. En conclusion, devenir bilingue implique une immersion dans une langue étrangère dès le plus jeune âge. Pour les adultes qui veulent progresser à petit prix et sans contrainte horaire, il y a les cours en ligne. Et pour les plus aventureux, l'hypnose. Les retraités, eux, peuvent retourner sur les bancs de la fac. Oui, ça vaut le coup. Et si cet instant pratique vous a intéressé et que vous n'avez pas eu le temps de tout noter, eh bien vous pouvez revoir l'émission en replay sur France.tv. L'instant R, c'est aussi l'occasion d'ouvrir des sujets de société. Ce matin,
Notre équipe de Nantes est allée rencontrer Farid Abdelkrim. Depuis quelques années, il diffuse des vidéos sur Internet pour sensibiliser le plus grand nombre aux dangers de la radicalisation. Et il sait de quoi il parle, car il a lui-même été radicalisé pendant plusieurs années avant de parvenir à rebondir. Regardez, c'est l'instant dossier. Une enfance heureuse mais une adolescence enragée. Drogue, alcool, délinquance. Farid, gamin des cités, bascule dans la religion après la mort d'un ami et la disparition de son père dans les années 80. Il devient membre de la confrérie des frères musulmans. À l'époque, il ne se sent ni algérien ni français. Il est en pleine quête d'identité. Ça va être de plus en plus marqué quand je vais commencer à devenir ce musulman engagé, où on va ressasser de manière récurrente bien l'histoire de la guerre d'Algérie, l'opposition Occident-Islam, Occident-Orient, tout ce qui a pu se passer, la colonisation, l'injustice, le Nord contre le Sud. Et ouais, donc je dis souvent que c'est une période où se développe chez moi, en termes de construction, 3 dimensions. La première est ce rapport identitaire à la religion. Le second, un rapport binaire au monde dans lequel je vis, nous contre eux. Et la troisième posture, c'est une posture victimaire. J'ai besoin de me sentir victime pour donner du sens à ce que je fais. Radicalisé, le jeune Nantais ne pense plus qu'au djihad. Il lui a fallu 15 ans pour trouver un autre sens à sa vie. Depuis, il est devenu intervenant en prison où il a écrit, dénoncé les dérives islamistes dans des vidéos postées sur YouTube. Dans mes vidéos, je vais te raconter comment, à force d'avoir écouté autant de fables sur Dieu, le prophète, le Coran et l'islam, comment t'en es arrivé à te raconter des fables à toi-même? Je me suis rendu compte qu'au sein de la confrérie des frères musulmans, il y avait beaucoup de beaux discours et à côté, il y avait l'extrême opposé dans la manière de se comporter. Donc, j'ai commencé véritablement à me lancer dans ma quête à partir de ce moment-là et j'ai découvert un envers du décor qui m'a d'abord beaucoup déçu, puis énormément déplu. Et puis, je me suis dit, il faut quand même qu'à un moment donné, je puisse pointer du doigt tout ça. Aujourd'hui, Farid Abdelkrim prêche pour la laïcité. Son dernier projet, une pièce de théâtre avec des jeunes de quartier. Vous êtes un individu islamique? La question sera plutôt... Et toi, es-tu une énergumène islamique? Bah non. Ah, Starfoul, Enfer, direct le feu cramant de l'enfer. On est là dans effectivement quelque chose qui, à travers la pièce, mais à travers le public qui va venir également, nous montre qu'on peut faire des choses ensemble, le fameux faire société ensemble, et on espère effectivement que ça puisse aller dans ce sens-là. Ce qui serait bien, c'est que tu lises, en y mettant le ton. Vas-y, recommence. Et la sortie, c'est quoi finalement? C'est de me rendre compte que on peut être français musulman, qu'on peut vivre les 2 dimensions de manière tout à fait harmonieuse, qu'on a tous des difficultés dans la vie, c'est pas propre aux musulmans, que c'est pas pour autant qu'il faut se porter en victime. Et puis j'ai réglé mes problèmes d'identité, je suis français. D'accord? À 50 ans, Farid se dit un homme libre et apaisé, mais toujours en cheminement. Reprochés à votre fils sont graves. Farid Abdelkrim qui a écrit un livre intitulé « Pourquoi j'ai cessé d'être islamiste » aux éditions I. Si vous nous accompagnez tous les matins depuis le début de la semaine, vous connaissez la maison partagée Simon de Sirène de Saint-Apollinaire, près de Dijon. Un fort sentiment d'attachement et d'amitié unit les membres de cette petite communauté composée de personnes handicapées et de valides. Alors ici, on rit, on s'entraide, on s'énerve aussi, c'est normal, mais surtout, on y vit très bien. Les uns sont en situation de handicap, les autres sont valides. Depuis quelques mois, ils vivent ensemble dans un appartement partagé. Bienvenue dans une colocation presque comme les autres. L'été se profile. La maisonnée savoure le retour des beaux jours dans un esprit de plus en plus bohème. Il ne me reste plus qu'à vous présenter Pierrette, cette résidente dont le handicap résulte d'un AVC a emménagé dans l'appartement partagé au cœur de l'hiver. À l'époque, elle n'avait pas souhaité être filmée. Puis je suis accepté en ES aussi. Oh, super. T'es content? Aujourd'hui, Pierrette a pris ses marques dans son nouvel environnement. Un univers où Édouard, son fils, est toujours le bienvenu. Il vient voir sa mère presque tous les jours. Elle est beaucoup mieux, elle est beaucoup plus vivante et puis elle avait plus... Enfin, elle est beaucoup moins seule
qu'avant. Ne pas se couper de sa famille, c'était primordial pour Pierrette. Mais il lui a fallu trouver sa place dans cet autre foyer. Évidemment, la coloc n'a pas hésité à la taquiner sur son petit caractère. Ça va, je m'y fais. Puis je pense qu'ils s'y font, mais c'est pas simple. Donc, vous voyez, ce que je vous disais, je suis une des plus âgées. Tous les petits jeunes, moi j'ai eu une vie, je travaillais, j'avais une famille, une maison. Je faisais à manger, j'avais ma voiture, tout ça. On n'a pas du tout le même passé, le même vécu, quoi. Que des fois c'est dur, quoi, parce que j'ai l'impression que ça veut rien faire. Puis moi je dois passer pour une vieille chieuse. Il faut essayer de concilier, de s'adapter. Bonjour Pierrette, ça va? Pierrette s'estime désormais chanceuse d'avoir quitté son appartement adapté où elle souffrait de l'isolement pour ce lieu où on voit la vie en grand. Je peux pas me mettre contre le mur. Oh, pourquoi donc? Mais si, regarde, tu arrives très bien là. Faut mettre un livre en fait, je comprends pourquoi tu grandis tout. Oui, oh écoute, on a fait ça un peu comme ça. Hop, vas-y. C'est vrai que ça commence un petit peu à s'incarner, on va dire. Hein. Il y a vraiment de plus en plus d'activités. Et voilà, on voit déjà que il faut vraiment arriver à vivre ensemble. Il y a parfois des frictions, donc on essaye de voir un petit peu comment on peut vivre avec. C'est la vie en fait toute simple. On voit que ce dans quoi on s'est engagé fonctionne plutôt bien et je pense que ça aide à gagner en assurance. Les résidents aussi, qui gagnent en autonomie, en confiance en eux, on grandit les uns avec les autres. C'est une aventure qui change un peu les uns et les autres. Ouais. Chaque mercredi soir, tous les occupants de l'appartement partagé, sans exception, se retrouvent à la même table. C'est un temps fort de la semaine car avec les roulements des assistants de vie et les activités des uns et des autres, il est rare de se retrouver au grand complet. Un duo de salariés et résidents, jamais les mêmes, concocte le programme de la soirée. Quel est le coquillage le moins lourd? La palourde. Cela ne vous surprendra pas d'apprendre qu'on y rit beaucoup, comme ce soir-là, avec cette bataille de blagues, le défi s'empêcher de rire aux histoires les plus bêtes. Oui. Méfiez-vous de l'oiseau sur le lac. C'est peut-être... Quoi? C'est peut-être un mauvais signe. On a toujours une petite activité, on se couche un peu plus tard, et puis on a toujours le temps de bouger qui est assez sympathique, je trouve, pour partager ce qu'on ressent. Donc c'est plutôt sympa et convivial. Super cool. Merci pour ce soir et je vous aime tout simplement. Merci pour tout encore. La nuit, un assistant de vie veille sur le sommeil des résidents. À tout instant, cet ange gardien peut aider, accompagner, rassurer. Les salariés de la maison, qu'ils soient volontaires en service civique ou éducateurs spécialisés, ont choisi une vie hors norme, mais qui à leurs yeux a du sens. Certains l'associent à leur foi religieuse, d'autres à leurs valeurs humanistes. Tous sont liés par le goût des autres. C'est pas seulement un travail où on va faire ses heures et puis accomplir des tâches. C'est vraiment une vie de partage. Et le fait de vivre sur place, le partage est continu en fait. Et en fait, je reçois autant que je donne. Je m'y retrouve beaucoup, je m'en nourris beaucoup. Oui, un très beau reportage. Et demain encore, nous rejoindrons cette grande famille pour partager un peu plus leur quotidien. Allez, on poursuit cette parenthèse matinale ensemble. Et dans un instant, on va rejoindre la plus grande réserve biologique d'Europe de l'Ouest. Nous découvrirons les coulisses d'un parc animalier dans les Deux-Sèvres. On fera une belle rencontre aussi avec une championne de BMX à seulement 11 ans. Aourel a participé au championnat du monde de la discipline en Azerbaïdjan. Et tout de suite, on passe à table avant l'heure pour goûter le tamier. C'est un fromage de Savoie produit exclusivement par une abbaye, une recette monacale qui traverse le temps. À 900 mètres d'altitude, sur le flanc est du massif savoyard des Bauges, à la limite de la Haute-Savoie, se dresse l'abbaye cistercienne de Tamier. Dès son origine, en 1132, les moines produisent un fromage dont on a perdu toute trace. On ne sait pas parce que la Révolution est passée par là, on a perdu tous nos documents. Tout a disparu, mais on a quand même retrouvé encore un ou deux documents où un des frères dit « il ne faut pas oublier la clé de l'alpage qui est au-dessus de Tamier et qui date des environs de 1200, si vous voulez. » Voilà.
Il faut attendre la moitié du 19e siècle pour voir apparaître le tamier tel que nous le connaissons aujourd'hui. Un cousin du célèbre Saint-Paulin. C'est une recette qui a été créée par les moines trappistes et qui avait été diffusée dans les abbayes pour que les frères puissent subvenir à leurs besoins. Et donc cette recette a été apportée dans les années 1860 quand les frères sont revenus après la Révolution habiter le monastère de Tamier. Le tamier fait vivre les producteurs de lait de la région. Ils étaient une trentaine à la fin des années 80 et ne sont plus que 6 aujourd'hui. Des exploitations plus grandes et mieux structurées. Forte de 26 moines, la communauté produit environ 400 kg de fromage par jour. C'est la principale ressource de ses frères, dont plus de la moitié participent régulièrement aux différentes activités. Il faut aller collecter le lait, il faut travailler le lait dès qu'il est revenu de la collecte. Pendant ce temps-là, on essaye de caser les grands offices de la matinée. Et après, il y a toujours un frère qui va fabriquer le fromage pour qu'à la fin, vers 10 heures, sorti d'un petit office qu'on appelle tierce, tous les frères disponibles puissent venir travailler à la fromagerie. Mais finalement, maintenant, tu vois, ça va beaucoup mieux depuis qu'on a mis qu'on arrive à imprégner sur notre fromage. Voilà, on sait tout de suite que c'est le fromage de l'abbaye de Tamier. La fromagerie est aussi l'occasion d'avoir un travail communautaire. Comme tous les travaux cisterciens, les travaux cisterciens sont toujours à base de travail manuel un peu dur, hein, et avec des exigences. La règle monastique est exigeante, le travail du fromage est exigeant, et tant que la vie monastique durera à Tamier, je crois que le fromage pourra continuer à se fabriquer ici. Chaque année, l'abbaye attire près de 200 000 visiteurs, ce qui en fait le deuxième site le plus visité de Savoie. Et pour en savoir plus sur l'abbaye et ses fromages, un site est à votre disposition, c'est abbaye-tamier.com. L'instant R, vous le savez, tous les matins, c'est aussi de belles rencontres. Notre équipe de Strasbourg a suivi Aourel. À seulement 11 ans, c'est une reine du BMX, ce sport extrême où l'on enchaîne les sauts à vélo. Elle vient d'ailleurs de participer au championnat du monde de la discipline en Azerbaïdjan. Ce premier grand rendez-vous international récompense son investissement, sa motivation et celui de son entourage, car, vous allez le voir, toute sa famille est derrière elle. Aux manettes, sous le casque, Aourel, 11 ans. L'âge où l'on aime encore jouer aux poupées avec sa sœur, voir ses copines, être une petite fille comme les autres. Ma sœur, elle me dit tu pars encore au BMX et parce qu'elle me dit aussi j'avais envie de jouer avec toi. Des fois, quand il y a des anniversaires ou quelque chose, je suis obligée de les louper pour aller m'entraîner ou alors il y a des compétitions. Et avoir l'armoire à trophées qui se remplit depuis qu'elle a 5 ans, on imagine facilement qu'elle n'a pas toujours le temps à Aourel. Les courses, les entraînements, c'est toute la famille qui s'organise. Oui, alors on essaye, dans la mesure du possible, de se suivre, mais voilà, les deux grands font du BMX, ils arrivent à se gérer avec le papa et ça me laisse aussi du temps pour faire une autre activité avec la dernière qui ne fait plus du BMX. Maman pour garder l'équilibre, papa pour attiser la passion. Cet ancien VTTiste, converti au BMX, accompagne Aourel et son grand frère sur les compétitions, veille de près aussi sur leur préparation et leur matériel. Ouais, le soir souvent ou le week-end, comme on a en plus plusieurs vélos, je bricole régulièrement. On révise, on va dire, surtout au niveau des roues, on fait attention à ce qu'elles restent en bon état et pas voilées. Et donc il faut les reprendre assez régulièrement, et également l'attention de la chaîne parce que s'il y a des risques de blessure si la chaîne déraille. Mercredi, jour d'entraînement. Le coach prend le relais, dernier réglage, dernier conseil avant Bakou, le premier championnat du monde auquel Aourel va participer. Donc rappel, hein, le jour J, ça sera comme toujours ton bon start. Ton start, faut pas douter, il faut y aller franchement. Go! Il fait 30 degrés, les membres du club strasbourgeois enchaînent les tours de piste. Go, 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 go! Dès que la grille de départ s'abaisse, sur les premiers coups de pédale, Aourel prend effectivement souvent la tête, même devant les garçons. Son point fort à Aourel, c'est l'accélération. Là, par rapport à ses concurrentes féminines, elle a vraiment en plus. Quand la grille est baissée, c'est pas que c'est une battante, mais c'est que ça percute, quoi. Elle est explosive et c'est ce qu'on recherche, hein. Maintenant, il faut intégrer des mouvements un peu nouveaux. C'est le début des sauts, c'est le début des enroulés, c'est-à-dire passer les bosses sur la roue arrière. Et là-dessus, on travaille.
Des pistes de progression technique pour voir plus loin encore. Mais pour cette première expérience du plus haut niveau, l'Alsacienne a assuré une qualification pour les demi-finales et une 11e place mondiale sur 24 concurrentes, objectif rempli. Elle a su gérer la pression, comme souvent sur la piste, lorsque la douce petite fille laisse place à la compétitrice. La sensation, je l'aime bien. La course, on ne peut pas reculer, donc il faut qu'on pédale, qu'on ne réfléchisse pas trop non plus, parce qu'après, on peut perdre les pédales, avoir le trac, et donc après, gâcher sa course. Pour cette première internationale, Aurel ramène aussi de beaux souvenirs d'un voyage avec son papa. Et à cet âge-là, c'est bien là l'essentiel. Ah si, c'est bien l'essentiel. Et puisqu'on parle de famille, je vous propose de rejoindre une destination familiale par excellence, Zoo-Odyssée. C'est un parc animalier situé à Chizé, dans les Deux-Sèvres. Il est ici possible de s'approcher de nombreuses espèces que l'on trouve partout en Europe. Plus qu'un parc, c'est une vraie réserve. On y va. Une forêt millénaire, repère de plus de 77 espèces différentes. L'une des plus grandes réserves biologiques d'Europe de l'Ouest. Bienvenue à Zoo-Odyssée. Réveil en douceur, au cœur de la forêt de Chizé. La mini-ferme s'anime, c'est l'heure du nourrissage. Des menus imposés par le vétérinaire selon les espèces, le même qui, dès 8 heures, arpente les allées du parc. Bon, Anthony, on est devant les élans là, on fait le tour et puis on arrive. Tout le temps relié avec ça. Ça permet de savoir un peu qu'est-ce qui se passe partout sur le parc, s'il y a quoi que ce soit, d'être rapide à intervenir s'il y a un problème. Ce matin, pas d'urgence. L'intervention est prévue depuis plusieurs jours. Cinq nouveau-nés, des chouettes chevêches, doivent être identifiés. Voilà, comme ça, une main de chaque côté. Comme ça. Voilà, parfait. Quand elles claquent du bec comme ça, c'est pour essayer d'impressionner un peu. Souvent, elles font ça quand elles ne se sentent pas super en sécurité. Une puce, de la taille d'un grain de riz, est implantée sous la peau de l'animal. C'est bon, tu peux la remettre dans le nichoir directement du coup. Le parc vient d'ouvrir ses portes. Le reste des soins se fera donc à l'abri des regards. Là, je suis en train d'attraper le faucon, donc du coup, je mets des gants parce que avec les serres et puis le bec, il peut faire un petit peu mal. D'ailleurs, les gants ont déjà un peu souffert. C'est un faucon qui vit dans une grande volière. On était en période de reproduction et les mâles se sont bagarrés. Et celui-là a eu une plaie vraiment importante là, sur le pectoral gauche. On va profiter pour nettoyer un peu ton bec. Le rapace entame sa 3e semaine de convalescence. La pédagogie, l'un des cœurs de cible du parc. Sur ces 30 hectares, une partie est dédiée à l'élevage conservatoire. Nos 2 premiers poussins de l'année, il faut les nourrir à la pince. Nous, comme le ferait la mère, on va reproduire ce comportement-là. Ces outardes sont nourries toutes les heures depuis leur naissance. Des poussins d'habitude voraces, 200 à 250 insectes par jour sont nécessaires pour rassasier les petits. Au début, on est obligé d'avoir ce lien très fort, mais après, ils vont partir en volière assez rapidement pour qu'on les voie le moins possible, qu'ils nous voient le moins possible surtout, et avoir ce comportement sauvage le plus rapidement possible. Les oiseaux passeront ensuite un moment
dans cette volière avant d'être relâchés dans la nature. Le but, renforcer les populations sauvages dans les plaines du centre-ouest. L'année dernière, 42 outardes ont retrouvé leur liberté. Et pour aller s'approcher de toutes ces espèces, rien de plus simple, vous trouverez les infos à connaître sur zoodyssée.fr. Merci de votre fidélité. Je vous retrouve demain avec grand plaisir à 10h50 sur France 3 pour votre parenthèse matinale. L'Instant R, le magazine qui vous veut du bien, réalisé en partenariat avec les 24 rédactions régionales de France 3. Demain, d'ailleurs, notre instant pratique sera consacré aux arnaques. Comment les reconnaître, comment les éviter. On vous donnera 2-3 astuces. Très belle journée à vous. Tout de suite, c'est Midi en France.